Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire de ce nouveau numéro, le renversement du monde. À la fin du mois de juin 2022, 2 réunions internationales se sont tenues, rassemblant de part et d'autre les grandes puissances mondiales. C'est en Allemagne que s'est réuni le G7 qui regroupe les grands pays occidentaux plus le Japon, tandis que les BRICS échangeaient par vidéoconférence. Tout oppose désormais ces deux groupes de puissance. D'un côté, le G7, vieillissant, prétend toujours imposer la volonté des puissances occidentales au reste du monde. De l'autre côté, les BRICS, symbole du nouveau monde multipolaire, structure ouverte qui attire les puissances montantes, fatiguées de subir l'hégémonie occidentale. Le G7 rassemble notamment les pays les plus endettés de la planète, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre ou l'Italie. Les BRICS rassemblent parmi les pays les mieux administrés de la planète. Premiers producteurs d'énergie, de produits agricoles, de biens de consommation de toutes sortes. Le G7 a invité le président indonésien, espérant obtenir de sa part un boycott de la Russie lors de la réunion du G20 en novembre 2022 à Jakarta. Peine perdue. Les Occidentaux n'ont plus les moyens de dicter au reste du monde la politique étrangère à suivre. Washington et l'OTAN espéraient isoler la Russie après le début de l'opération spéciale et c'est finalement le G7 qui se retrouve bien seul et impuissant face au renversement du monde. Au tout début de l'opération spéciale russe en Ukraine, il semble que Kiev ait voulu négocier avec la Russie. Le 28 février dernier, souvenez-vous des titres, celui du Parisien, celui du Monde également. Les délégations russes et ukrainiennes se rencontrent à Minsk, mais les négociations échouent et l'un des membres de la délégation ukrainienne sera même assassiné à son retour à Kiev. L'OTAN veut que l'Ukraine continue la guerre et sa stratégie est simple. Moscou ne tiendra pas le choc économique des sanctions. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait à l'époque le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Pourtant, plus de 4 mois après le début des sanctions, c'est l'économie occidentale qui est au bord de la catastrophe. Les origines en sont multiples. Les pays du G7 sont parmi les plus endettés au monde. Regardez l'évolution des dettes publiques des 7 grandes puissances économiques. Pour le Japon, le niveau de sa dette représente 266% de son produit intérieur brut, 137% pour les États-Unis, 150% pour l'Italie, 112% pour la France et le Canada, 102% pour le Royaume-Uni. En dehors de l'Allemagne, tous les pays du G7 sont dans le rouge, ruinés. La dépendance des économies occidentales dans le domaine énergétique ou agricole est également sans issue. Pétrole, gaz, engrais, blé. Washington semble le découvrir aujourd'hui et le journal américain Bloomberg s'en émeut. Les États-Unis exhortent discrètement la Russie à conclure des accords sur les engrais pour débloquer le commerce des céréales. Les États-Unis cherchent à augmenter l'approvisionnement malgré les sanctions et la crise alimentaire mondiale. Le Kremlin a fait de la facilitation des exportations une condition dans les négociations sur les céréales. Et si l'on rentre dans le détail de cet article, regardez ce qu'écrit Bloomberg. C'est assez édifiant. Le gouvernement américain encourage discrètement les entreprises agricoles et maritimes à acheter et à transporter plus d'engrais russes, car les craintes de sanctions ont entraîné une forte baisse des approvisionnements, alimentant la flambée des prix alimentaires mondiaux. L'Union européenne et les États-Unis ont intégré des exemptions dans leurs restrictions sur les relations commerciales avec la Russie pour autoriser le commerce des engrais, dont Moscou est un fournisseur mondial clé. Vladimir Poutine n'a pas attendu les sanctions occidentales pour réorienter l'économie russe vers de nouveaux partenaires. Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, plus que jamais, le leadership des BRICS est nécessaire pour développer une voie unificatrice et positive vers la formation d'un système véritablement multipolaire de relations intergouvernementales. Les nations BRICS peuvent compter sur le soutien de nombreux États asiatiques, africains et latino-américains qui s'efforcent de mener une politique indépendante.
Le virage asiatique et la multipolarité sont désormais le mot d'ordre, non seulement du point de vue géopolitique, mais aussi du point de vue géoéconomique. Les contacts commerciaux russes sont en train de se développer avec la communauté business des pays de BRICS. Par exemple, il y a des pourparlers en cours sur l'ouverture des chaînes de magasins indiens en Russie et de l'augmentation de la part des automobiles chinoises, équipements et machines sur le marché russe. Les livraisons de pétrole russe à la Chine et à l'Inde augmentent. La coopération agricole se développe de manière dynamique. C'est comme si la Chine, l'Inde ou la Russie voulaient créer un anti-G7 qui soit totalement orienté vers la coopération économique et absolument pas vers une volonté d'imposer un modèle de régime politique quelconque. Écoutez le Premier ministre indien Narendra Modi. Les BRICS ont été créés avec la conviction que ce groupe d'économies émergentes peut devenir un moteur de la croissance mondiale. Le modèle des BRICS attire évidemment les nouveaux grands acteurs économiques mondiaux, comme l'Argentine et l'Arabie Saoudite, qui apprécient ce genre de forum ouvert comme les BRICS ou l'Organisation de la coopération de Shanghai, où aucune puissance ne tente d'imposer son modèle politique à une autre. Et le fait est que désormais le G7 est en face de plus fort que lui, comme l'a rappelé récemment le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijiang. Le G7, avec seulement 1/10 de la population mondiale, n'est pas qualifié pour représenter le monde entier. Ils n'ont pas le droit d'imposer leurs propres valeurs et normes au monde comme étant universelles. Le résultat est que dans la crise ukrainienne, c'est finalement l'Occident qui est isolé face à la Russie. Vladimir Poutine a des soutiens, comme le rappelait au début du conflit l'ancienne ambassadrice de France à Moscou, Sylvie Berman. Au Moyen-Orient, il est très populaire. Il a un soutien très fort dans tous ces pays. Il y en a de plus en plus en Afrique. Et d'autre part, le deal qui a intervenu avec la Chine, c'est que la Chine n'irait pas à l'encontre des intérêts de la Russie. Et l'Inde, depuis toujours, a une relation privilégiée avec Moscou. Seuls les petits États ne seront pas en mesure de résister aux menaces occidentales et appliqueront les sanctions contre la Russie. Les autres grandes puissances politiques et économiques qui composent le G20 ne suivront que leurs intérêts nationaux et souverains, à l'image de l'Indonésie qui, malgré les pressions occidentales, a invité Vladimir Poutine à participer à la réunion du G20 à Jakarta en novembre 2022. Invitation confirmée par le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov. Oui, nous avons une invitation à la réunion du G20. La Russie continue de faire partie du G20. Comme M. Widodo l'a noté tout à l'heure, c'est un format économique avec un focus principal sur l'économie. Impossible de parler d'économie sans la Russie. C'était fin juin. Le président indonésien s'est rendu à Kiev puis à Moscou. Joko Widodo a d'ailleurs lancé un message de paix après son entretien avec le président russe au Kremlin. J'appelle tous les dirigeants du monde à raviver l'esprit de multilatéralisme, de la paix et de la coopération. Ce n'est qu'avec cet esprit que la paix peut être atteinte. Conclusion, 2022 restera dans l'histoire comme l'année décisive dans le basculement du monde. C'est le moment où l'Occident aura dû prendre conscience de sa faiblesse et où la multipolarité dans les relations internationales est devenue la norme. Le temps où le G7 formait un club fermé, où tout le monde rêvait d'entrer, est désormais révolu.